Il est absolument certain que nous faisons tous partie d'un monde physique cellulaire neuronal et d'un univers baigné par une énorme quantité d'énergie cosmique. Mais nous faisons aussi partie d'une dimension dans laquelle le corps organique passe par une transformation, et nous avons aussi une âme immortelle qui dure éternellement. Et personne ne pourrait nuire à cette puissance divine, car elle est ce que nous avons de plus précieux. Elle fait partie du Créateur et de ce vaste univers insondable. Nous appartenons à cette même source de la création. Et tant que nous resterons des êtres humains en quête de bien-être, d'affection, de création, d'empathie et de joie, nous ne serons jamais attrapés par la pesanteur qui cherche à tout prix à nous détruire. Puisque notre fréquence énergétique sera plus subtile, et que nous serons dans une autre ligne parallèle de l'espace-temps de l'évolution, où beaucoup sont en train de prospérer, avec des souhaits manifestes de transformation. Ce qui signifie que notre âme-conscience se développera, et se rapprochera de ses origines ancestrales d'où elle provient. Il faut savoir aussi que notre corps physique est parfait, puisqu'il gère des milliers d'activités physiologiques sans qu'il n'y ait la moindre erreur de calcul. C'est ainsi que fonctionnent nos glandes avec leurs sécrétions hormonales, la respiration, les battements du cœur, la circulation du sang, la digestion des divers aliments, le système de nettoyage et de défense de l'organisme, la ductilité et la neuroplasticité du cerveau. En d'autres termes, tout ce que nous sommes et qui est en nous, fonctionne à l'unisson, et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout cela se fait dans un silence et une perfection absolue. On peut donc comprendre que seul un pouvoir inconcevable pour l'être humain aurait pu créer l'homme avec tant de perfection. En fait, notre corps en tant que manifestation physique est si puissant et parfait que nous ne devrions jamais le sous-estimer, comme le font des millions de personnes attrapées par la déraison. Au contraire, notre devoir est d'en prendre soin et de le préserver, en lui donnant toute l'attention nécessaire qu'il mérite, comme partie de la vie et de la création de Dieu. Cependant, en disant ceci, il est fondamental de comprendre logiquement qu'il ne s'agit pas de nous vanter, ou de faire étalage de ce que la divinité nous a donné. Sinon nous tomberions comme beaucoup dans une inconscience si énorme qu'elle nous submergerait dans un terrible égocentrisme, une grande vanité et une arrogance qui nous entraînerait dans un processus de régression vers un inévitable retour en arrière dans tous les domaines. Il s'agit d'apprendre à discerner et à assumer sa part de responsabilité, puisque la divinité nous a donné un corps pour apprendre à l'utiliser sagement, pour qu'il mûrisse en même temps que le psychisme. On trouve dans cette maturité la discipline intellectuelle émotionnelle, puisque la discipline a toujours été considérée comme la manière la plus constructive pour parvenir à un contrôle de soi-même. On peut en déduire que l'autodiscipline est une méthode très importante de conduite, puisqu'elle contribue à améliorer le niveau d'efficacité et de qualité de l'expérience. Et bien que la discipline ait toujours été associée à des pratiques spirituelles ou religieuses, et aussi à la prière, au yoga, au jeûne, à la méditation, aux études, en général elle fait partie d'un ensemble de procédés auto-imposés, dans le but de réaliser un développement personnel mental, émotionnel et spirituel. Bien que tout ceci ne cadre pas dans le mental limité et relatif des éternels sceptiques. Il faut dire que peut-être à la grande surprise des suspicieux de toujours, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans différentes sciences technologiques et scientifiques, avec la ferme intention d'acquérir de plus grandes connaissances, qui les conduiront à une élévation correcte de leur âme, ainsi qu'à une cognition cohérente et cérébrale. Puisque le pouvoir de la nature humaine est divine,
se trouve au-delà de tout concept froid et intellectuel. Et tout ceci est fait pour que nous évoluions vers nos origines qui ont été abandonnées depuis plusieurs millénaires. Mais il y a aussi des personnes très qualifiées, et avec une grande ouverture d'esprit dans le domaine de l'investigation scientifique, physiologique, thérapeutique, psychologique et médicale. À l'évidence, on ne manque pas de grandes possibilités en matière de santé corporelle, psychique et émotionnelle. Ceci permettra d'avancer énormément dans la guérison de nombreuses affections, dont une grande partie de l'humanité souffre. Et il y a les médecins, qui avancent dans leurs recherches médicales, technologiques et scientifiques, et qu'obtiennent des résultats optimaux. Mais pour parvenir à une correcte assimilation de cet indispensable progrès, il y a un nombre croissant de médecins, de biologistes, de chirurgiens, de généticiens, de psychologues, de neuroscientifiques, de psychiatres et beaucoup d'autres, qui traitent de ce que nous appellerons la vérité de l'être humain. Nous disons vérité, car dans l'espèce humaine se trouve l'authentique fusion entre le corps, le psychisme, les émotions, et tout ce que nous sommes à niveau intellectuel. Nous affirmons ainsi que rien n'est déconnecté et séparé. En réalité tout est interconnecté, mais beaucoup de ceux qui font partie du scientisme conventionnel retardé ne veulent pas reconnaître cette connexion, et leur théorie change tout. Nous avions déjà fait une vaste étude sur ces graves erreurs de laisser-aller et de prorogation médicale, dans notre vidéo documentaire 77. Il est vraiment essentiel de comprendre que le corps physique est inéluctablement lié à la conscience. Et que si la conscience est renforcée, elle pourra aussi contrôler le corps organique, les émotions et les pensées. Pour que notre conscience ait de la force et de la puissance, le corps cellulaire doit être bien dirigé vers une direction toujours positive. C'est peut-être la raison pour laquelle, depuis quelques années, des médecins, biologistes, endocrinologues, neurologues, psychiatres et psychologues occidentaux ont commencé à prendre fermement en considération l'interrelation qui existe entre les états émotionnels et le bien-être mental et physique. Et ceci est très bien, car cette union indissoluble entre le corps et l'âme que nous souhaitons tant, nous ouvrira beaucoup de portes vers le bien-être intégral.
Mais ceci n'a pas seulement une intime corrélation avec nos états intérieurs très liés à la conscience. Il y a aussi une interrelation entre le cerveau, le système immunitaire et les émotions. En fait, notre mental pourrait exercer un grand pouvoir d'influence directe sur les maladies et sur notre santé, si nous nous proposions de nous connecter à des fréquences psychologiques plus positives. Il y a non seulement une capacité cohésive avec la conscience lumière, mais un état émotionnel peut aussi avoir un effet direct à niveau énergétique. En d'autres termes, quand une personne a beaucoup d'énergie, elle peut aussi avoir la capacité de mieux savoir sélectionner les choses qu'elle veut pour son développement. Plus nous aurons d'énergie mentale et émotionnelle, mieux nous discernerons et évaluerons les faits de la vie. Cependant, la majorité des personnes minimisent l'importance des énergies. Et au lieu d'en profiter consciemment, elles les dilapident. Parmi ceux qui s'adonnent à ce triste gaspillage énergétique, il y en a qui sont émotionnellement explosifs et qui se laissent emporter par leurs impulsions. Puis, après leurs actes brutaux, finissent par réfléchir sur les dommages qu'ils ont causés. Nous parlons d'une situation assez délicate, car lorsqu'il lui manque d'énergie, le corps physique est sérieusement affecté par différents maux, dont la guérison peut s'avérer difficile. L'affaiblissement énergétique est si préjudiciable qu'en plus de provoquer une grande perte d'énergie, en particulier due à une énorme quantité d'émotions turbulentes et convulsives, on peut facilement avoir des troubles inquiétants, tels que la colère, le ressentiment, la peur, l'anxiété et beaucoup d'autres facteurs à caractère perturbateur, qui anéantissent nos capacités émotionnelles et mentales. Non seulement nos qualités positives sont abrégées, mais la capacité d'exprimer des émotions est aussi réduite. Ce qui génère tant d'insalubrité, que ça pourrait prédisposer à des maladies auto-immunes. Nous parlons de quelque chose d'assez nuisible qui nous fait perdre la lucidité, en épuisant notre réserve d'énergie et en nous affaiblissant. C'est pour cette raison qu'il ne faudrait pas se laisser aller dans ce vide émotionnel, qui fait rétrocéder non seulement nos capacités intellectuelles, mais aussi notre évolution nécessaire dans les relations. Par contre, lorsque les énergies émotionnelles et mentales sont intégrées ensemble, le résultat est non seulement plus positif dans nos relations, mais il y a une plus grande perspicacité et intelligence pour savoir gérer les choses. Et c'est tellement positif que cela donne aux personnes la possibilité d'être plus nobles et dignes, car elles prennent conscience de beaucoup de faits aussi bien pour leur bien-être que pour celui de ceux qui vivent avec elles. C'est pourquoi nous disons qu'une vie qui est conduite par l'équilibre des énergies rendra toujours les choses plus riches et plus fluides, en donnant au système énergétique un ensemble de possibilités presque inépuisables. C'est pour cette raison que les êtres d'autrefois savaient valoriser toutes les choses relatives aux énergies que produisent le corps, le psychisme et la conscience. Et le résultat a rendu possible l'avènement de grands hommes, qui ont fait l'histoire en faveur de l'humanité. Nous parlons d'êtres avec des qualités très élevées qui n'existent plus actuellement. Maintenant, malheureusement, on ne trouve plus que de politiciens et des dirigeants fraudeurs, des gens pris dans des vices, et c'est ce qui fait perdre le peu d'énergie qu'il leur reste. Par exemple, les décisions positives et la bonne humeur peuvent avoir une grande incidence sur l'efficacité et la croissance des énergies. De même que la discipline émotionnelle,
qui non seulement enrichit notre quotidien, mais nous permet aussi de mener une vie assez revitalisante. Mais pour parvenir à cet accomplissement urgent, nous avons besoin d'une discipline émotionnelle et mentale constante, pourvue d'une alimentation saine, de la réalisation d'exercices physiques, d'une musique tranquille, harmonieuse et relaxante. Nous devons être positifs et de bonne humeur, car le positivisme réaliste attirera toujours dans notre entourage de l'entrain, de l'affectivité et de la créativité. Il faut comprendre aussi que notre vie dépend de comment nous voulons nous sentir. C'est ce que nous avons de plus précieux. Si nous allons bien, nous attirerons dans notre entourage des personnes positives. Et au sein de ces énormes possibilités d'attraction émotionnelle, il y a aussi le corps physique qui doit être en bonne santé. C'est pourquoi la santé joue un rôle indispensable, car un corps sain aura un psychisme plus enclin à éviter les erreurs. Nous insistons une fois de plus que le bien-être intégral, ainsi qu'une bonne santé corporelle et psychique, dépendent essentiellement d'une alimentation saine. Beaucoup de personnes ignorent les bienfaits que nous procurent les vitamines, les minéraux, les glucides et les protéines, et le fait aussi que les aliments naturels et biologiques soient largement suffisants pour que l'on puisse vivre en bonne santé. Alors, si on peut appliquer raisonnablement ces principes, il est certain que nombreux sont ceux qui pourront faire partie de la voie de l'évolution physique et psychique, que beaucoup souhaitent vraiment.
Cependant, il est évident aussi que nous sommes dans une époque très sombre, où nous trouvons beaucoup de problèmes de stress et d'agitation, pour éviter d'être en retard dans tout ce que nous faisons. Et cela a malheureusement été mis en place par le système qui nous gouverne. C'est pourquoi nous voyons de toutes parts des maladies, des anxiétés et des états très dépressifs. Et tant que nous ne saurons pas faire face à ces durs revers psychologiques et émotionnels, on ne pourra faire que très peu de choses pour avoir une société et une famille saines. Parce que tout est parfaitement planifié de sorte à ce que nous soyons en proie à l'empressement, à de l'impatience, ainsi qu'à la douleur, aux crises et aux malheurs. Donc, si ceci est ce que nous devons affronter actuellement, nous croyons que le plus raisonnable est de ne pas nous laisser anéantir par ces densités saisissantes. Nous y reviendrons plus tard pour vous en parler minutieusement. Ce que nous cherchons en effet, c'est à nous libérer de ces amarres, et de lutter pour pouvoir donner un saut quantique significatif, afin d'en faire bénéficier notre âme conscience. Puisque cette partie plus sensible et profonde de notre vie interne a toujours besoin de conserver une stabilité et une cohérence pour pouvoir se manifester correctement. Et nous ne devrions jamais abandonner comme le font malheureusement beaucoup, cette énergie de lumière stellaire qui est la source de la vie. Se retrouver dans des situations négatives n'est pas bénéfique, et mis à part le fait de nous obstruer notre développement physique, psychique et spirituel. Ces faits affecteraient aussi les personnes de notre entourage, car elles recevraient le choc de ces vibrations obscures, ce qui par ailleurs serait très regrettable pour nous. Tomber dans ce genre d'attitude n'est pas dû uniquement au comportement lié au mal-être humain, mais c'est aussi la cause du surmenage, de la consommation de boissons alcoolisées, de drogues et de toutes sortes de stupéfiants. Pareil pour ce qui est de certains troubles physiques psychiques que beaucoup de personnes vivent. En vertu d'une entropie très forte et d'un manque de volonté, elles finissent par tomber dans de graves erreurs. Et dans d'autres problèmes délicats qui, en plus d'affaiblir la conscience, affectent aussi notre capacité de discernement, de mémorisation et d'apprentissage. Nous tenons à souligner particulièrement la façon dont une grande partie de la population mondiale se laisse dominer par le négativisme, par le défaitisme, se met en péril et rate toutes les nouvelles opportunités qui se présentent devant elle pour être heureuse et positive. Ceci est assez lamentable lorsque nous poursuivons honnêtement une émancipation de notre conscience. Car si nous ne faisons rien pour y remédier, tout se transforme en de mauvaises habitudes de vie. Vivre dans ces conditions lamentables, c'est donner la possibilité pour qu'un agent conspirateur interne réussisse dans son but de faire échouer notre vie. Cette entité astucieuse et maléfique cherchera à saboter nos élans et à nous maintenir dans l'inconscience et le défaitisme, en se servant de sa ruse et de ses bonnes justifications. En fait, la conscience est une lumière qui éclaire tout ce qui est autour de nous et qui illumine le mental, les émotions, et affine notre perception intensément. C'est pourquoi nous ne devrions jamais l'affaiblir, bien au contraire, nous devons nous connecter toujours à tout ce qui est positif, authentique et encourageant. Et nous verrons que ce type de comportement nous aidera à fortifier notre psychisme, nos relations, et par conséquent notre bien-être physique. En réalité, lorsque la conscience est entièrement intégrée à la discipline émotionnelle, non seulement elle enrichit l'existence, mais elle permet aussi d'avoir une vie revitalisante qui évite à une personne de se sentir épuisée et sans force. Le fait d'agir émotionnellement
de façon constructive, tout en collaborant avec créativité si important que l'on peut considérablement parvenir à affronter les différents problèmes de la vie avec des résultats optimaux. Toutefois, si l'on veut obtenir cette faveur qui bénéficierait tous ceux qui nous entourent, chacun doit le voir avec maturité et responsabilité. Mais si c'est le contraire, et que l'on est satisfait avec la vie que l'on mène, ça n'a définitivement aucun sens de continuer à visualiser ce documentaire. Mis à part ce qui est exposé ici, il est réellement très utile de savoir gérer les émotions conscientes, puisqu'elles ont la capacité de nous aider à faire face à l'incertitude. Elles nous aident aussi à visualiser un futur positif et à accélérer nos prises de décision. Dans ce sens, les émotions équilibrées aident fortement à créer un pont entre le rationnel et l'irrationnel. Mis à part ces avantages, il existe aussi sa contrepartie. Dans la mesure où les émotions ne seraient pas bien canalisées avec l'aide de la raison, pouvant devenir un problème sérieux, pour soi-même et pour les autres. Ces difficultés peuvent être associées à de fortes crises d'anxiété et d'autres types de perturbations qui altèrent la santé physique, mentale et émotionnelle. Dans beaucoup de cas, il y a une tendance généralisée à attribuer l'état d'âme à des facteurs comme les changements d'humeur, les déséquilibres hormonaux, les problèmes familiaux, le travail et les différents événements du monde extérieur. La plupart du temps, on pourrait avoir l'impression que la vie est dans une grande mesure sous l'emprise de sentiments accablants, qui sont ceux qui peuvent donner lieu à de fortes dépressions, qui, faute d'un traitement adéquat, pourraient mettre la personne dans des situations très difficiles à surmonter. En réalité, la santé physique, mentale et émotionnelle correspond à des états naturels du corps humain. Toutefois, et en raison des mauvaises habitudes alimentaires et du mode de vie, la plupart des gens souffrent de diverses affections qui les empêchent d'avoir une vie saine. En revenant sur ce que nous avons amplement expliqué dans notre premier documentaire, concernant l'approche médicale prédominante, qui s'est consacrée malheureusement à traiter les diverses pathologies, par la chirurgie et par la prescription de médicaments. Il faut signaler que dans beaucoup de cas, on peut atteindre un certain soulagement. Cependant, on n'arrive pas à traiter efficacement les causes profondes de beaucoup de dysfonctionnements. En tout cas, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que l'on constate de plus en plus l'apparition d'effets secondaires qui peuvent survenir et nuire à la santé du patient. À l'évidence, tant qu'il n'y aura pas un consensus médical dans ce domaine, qui réunisse des psychothérapeutes, des psychologues et des psychiatres, ces inconvénients de santé seront toujours aux aguets. Par exemple, il existe actuellement le terme iatrogénie, qui concerne les effets indésirables sur l'état de santé des patients, suite à des orientations médicamenteuses erronées. Et même s'il est difficile d'avoir des informations fiables à ce sujet, des études et des statistiques gouvernementales ont conclu que des réactions indésirables aux conséquences désastreuses sont survenues à la suite de traitements erronés, prescrits par des professionnels de santé. Nous ne prétendons pas, pour autant, que tous ces praticiens de santé soient concernés par ces inaptitudes médicales, puisqu'il y a des millions de médecins qui sont pleinement compétents dans leur domaine professionnel. On trouve même des spécialistes tellement dévoués qu'ils peuvent passer des heures interminables au chevet des malades, faisant preuve de professionnalisme et d'empathie, tout en essayant de les soulager de leurs souffrances. D'autres professionnels de la santé se détachent par leur dévouement et efficacité absolue. Sur cette vocation professionnelle de nombreux médecins, nous ferons une analyse plus détaillée ultérieurement.
Dans le vaste monde des manifestations en tant qu'expression de nos émotions, nous considérons qu'avant tout il est essentiel de les classer avec précision, à cause de leur grande variété. Nos émotions multiples et diversifiées peuvent nous amener à la confusion, puisqu'une chose est la passion, l'emportement, l'exaltation, la colère, le délire. Et une autre bien distincte est l'émotion, les sentiments, l'affection, l'amour, un état d'âme positif, ou l'intelligence émotionnelle. À cet égard, les sentiments et les émotions sont quant à eux inestimables, puisqu'ils émanent du cœur et de l'âme. Contrairement aux passions et aux manifestations fougueuses qui sont le résultat des états psychologiques lourds liés à l'ego. Donc, si nous réussissons à établir de façon claire cette classification et différenciation, nous pourrons voir l'excellence des émotions et des sentiments dans notre évolution émotionnelle. En effet, nos relations et l'accomplissement de nos projets de vie pourraient s'avérer fructueux et durables, s'ils étaient en concordance avec les principes internes de l'âme. C'est pour cela que du moment où nous apprenons à détecter et prendre soin de nos états intérieurs, cela nous permettra aussi de prendre des décisions claires, à condition que nous fassions en sorte que la raison et l'émotion aillent main dans la même direction. Les sentiments sont également primordiaux dans une correcte relation, où le composant affectif nous conduit vers une amélioration de nous-mêmes. Et nous offre aussi la possibilité de devenir plus efficace, en apportant une aide à notre champ vital émotionnel, qui de son côté, aidera à créer autour de nous une atmosphère sereine et sincère, dont la noble mission est de nous permettre de mener une vie meilleure, plus empathique et chaleureuse. Il va sans dire que les réactions émotionnelles sont indispensables à la vie. Elles peuvent nous aider à développer des niveaux d'activation physiologique intenses, mais elles peuvent aussi se chroniciser pour se mettre au diapason d'une santé qui pourrait se détériorer. Or, même s'il existe une intelligence et la mémoire nécessaires pour trouver une solution aux difficultés, sur le plan humain, cependant, il n'y a que les sentiments positifs qui peuvent insuffler la motivation pour venir à bout des problèmes internes. Nos obstacles ne seront surmontés que s'il existe la noble capacité de savoir pardonner. Car le pardon ne consiste pas à vouloir obtenir des résultats, il est également essentiel de renforcer notre santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Cependant, il est important de préciser que pardonner ne signifie pas devenir victime des provocateurs, mais qu'il s'agit ici de rechercher un dialogue profond et intelligent entre les deux parties, afin que de tels actes déstabilisateurs ne se reproduisent plus. Nul doute que les émotions jouent un rôle important dans un comportement qui, à travers le système nerveux, répond par une série d'actions positives cherchant à se protéger. Dans le cas où ce dispositif de protection soit faible, le mécanisme enclenché peut être tellement nuisible qu'il finit par provoquer en nous des attitudes intolérables, des contrariétés, du mépris de soi, des phobies, des manies et des complexes. Bref, tous ces états psychiques inférieurs sont profondément nuisibles à notre évolution profonde, qui fait partie de l'aspiration de beaucoup de personnes. Dans certaines conditions, la charge émotionnelle négative accumulée est tellement nuisible qu'elle en fait subir les conséquences au corps, au psychisme et à l'âme humaine. Nous avons permis ainsi, directement ou indirectement, que la qualité de notre vie nous quitte, ce qui est fort regrettable. En continuant avec la même façon erronée de vivre, nous allons succomber au poids des maladies, qui pourraient devenir enfin chroniques. Et au sein de ces excès malsains, il y a la compétitivité malsaine, qui remplace le soutien et la collaboration que nous devrions tous avoir en tant qu'êtres sensibles et empathiques. On vous
voit aussi que parmi ces états émotionnels positifs chaleureux et sensibles, se trouve l'empathie, qui permet d'apprendre et de développer des valeurs de la conscience, ainsi qu'une parfaite éthique. Sans négliger le fait de s'impliquer émotionnellement et de tout cœur, offrant des réponses et des solutions adéquates aux différents problèmes des personnes que nous souhaitons sincèrement aider. Au sein de ces expressions sincères d'empathie, l'acte de sourire est si puissant que de son côté la personne avec laquelle nous interagissons ne ratera pas l'occasion irrésistible de sourire aussi. Un sourire sincère peut être d'une grande aide pour ceux qui se trouvent ou vivent dans un désert émotionnel, à condition que l'expression de soutien accordée soit positive. Voici pourquoi il nous faut prendre conscience que le dysfonctionnement émotionnel est celui qui a rompu l'équilibre avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure. Ceci étant, il est tout aussi indispensable de savoir qu'en tant qu'êtres humains, nous avons été conçus avec la capacité de transformer la douleur en bien-être, en compréhension et en harmonie. Il est important de comprendre cet aspect de manière à éviter des difficultés graves et des états négatifs que nous regretterons plus tard. Parmi ces inconvénients se trouve l'anxiété, qui est un trouble psychologique qui ne cesse de se répandre, se traduisant par une sensation d'insécurité, qui nous pousse à croire que quelque chose de négatif va se passer. Il s'agit d'un état d'agitation, accompagné d'insécurité et de peur, et qui nous empêche de raisonner sereinement, pouvant même dans ses manifestations les plus agressives, aller jusqu'à troubler les émotions, tout en déformant les expériences vécues. Dans cette distorsion de la réalité, l'anxiété est si exacerbée qu'elle peut facilement passer d'une situation difficile à une autre, même s'il n'y a pas de lien entre elles. Dès lors que cet état psychique de forte inquiétude envahit la personne, il produit chez elle une distorsion de la réalité, en même temps qu'il annule toute possibilité de réaction coordonnée et tranquille, qui est propre à la nature humaine. Mais d'où l'anxiété prend-elle sa source? Vient-elle de nous-mêmes, ou c'est une influence extérieure qui la provoque? À notre connaissance, l'anxiété est liée à la tension et au stress, et celui-ci à son tour déclenche des comportements agités et obsessionnels. C'est en raison de ces forts dysfonctionnements émotionnels que le stress est considéré de nos jours comme étant l'épidémie silencieuse du XXIe siècle. Or, tant que nous serons soumis à une agitation anxieuse d'ordre mental émotionnel, le stress à son tour augmentera de façon alarmante. Ce qui signifie que plus nous sommes stressés, plus notre système nerveux et les glandes surrénales seront sollicités, donnant lieu à une plus grande propension à l'hypertension artérielle. Et bien que nous essayions de montrer que le stress est quelque chose de normal, en réalité autant l'anxiété que le stress font partie de l'ingénierie sociale, qui cherche à provoquer davantage de crises globales et toutes sortes de déséquilibres émotionnels au sein de la famille. Nous voulons dire par là que si la pénurie de travail et le chômage continuent à grimper, se faisant accompagner de l'indigence, de la précarité de salaire, nous ne doutons absolument pas que ces deux problèmes cités continueront à se propager, et la prolifération de ces fléaux envahissants rendra plus difficile la possibilité de les éradiquer. Parallèlement, ces affections psychologiques vont provoquer aussi dans le corps la production d'adrénaline et de cortisol, des substances franchement nuisibles pour la santé psychique, émotionnelle et physique de l'individu. Cela entraînera également des troubles du sommeil, pouvant dériver en insomnie chronique. Alors pour avoir une bonne santé physique et émotionnelle, un bon repos s'avère nécessaire. En effet, si nous n'arrivons pas à nous reposer correctement pour permettre un rétablissement de notre psyché et de l'organisme en général, ces dysfonctionnements ne seront pas corrigés,
Par conséquent, l'irritabilité et la disharmonie apparaîtront à la suite de cette insomnie chronique. N'oublions pas que le stress est dominant. Il fait désormais partie de tout un arsenal de stratégies bien étudiées et intentionnellement mises en place contre l'humanité. Il a été vérifié aussi que lors de perturbations émotionnelles, si elles ne sont pas soigneusement contrôlées, avec plus de réflexion et de méditation au quotidien, elles peuvent avoir comme conséquence l'apparition d'un sentiment de culpabilité, qui mène la personne à se reprocher constamment d'avoir fait quelque chose de mal. Ce sont des reproches ou des récriminations perpétuelles, qui ne sont pas nécessairement abordées avec sérénité et avec des mots justes, ni à l'aide d'une logique ou émotion appropriée. Et bien que dans beaucoup de cas, nous voyons que le sentiment de culpabilité pourrait s'estomper avec une réponse positive, pour changer nos comportements erronés, nous nous rendons compte au passage que nous fortifions la culpabilité en y ajoutant de nouvelles reproches. Cela n'arrangera pas les choses, et on pourrait basculer facilement dans la dépression. Dans les états dépressifs qui sont la cause de beaucoup de souffrances partout dans le monde, il existe aussi un facteur dont il faut parler.
Il s'agit de la tristesse, une sorte d'abattement dont les affectés ne sont pas souvent en capacité de comprendre, et n'ont pas assez de volonté non plus pour s'en débarrasser. La tristesse se traduit par un état généralisé d'abattement et de découragement, qui va malheureusement main dans la main avec la passivité, et un désir de s'éloigner et de s'isoler. La personne commence par mener une vie retirée, tout lui est indifférent ou presque. Le manque d'énergie, de vitalité et d'enthousiasme l'envahissent. Donc on peut comprendre que le découragement peut être aussi accablant, que si on n'apprend pas à le contrôler. En essayant de booster la confiance en soi, on risque de basculer facilement dans l'introversion et de renoncer à toute bonne proposition d'où qu'elle vienne. Le fait de ne pas avoir été vigilant peut conduire au pessimisme, à l'insécurité et à la dépression. La tristesse est cet état émotionnel ravageur qui fait qu'une vie active normale perde de son élan. La personne faisant face à ce type d'émotion risque gros, car en général elle ne voit pas le danger venir, elle est pour ainsi dire prise d'assaut à contre-cœur. Elle se sent complètement démotivée, découragée à tous les niveaux, et plutôt tentée par l'inaction. Toutefois, la tristesse n'amène pas forcément à la dépression, à moins qu'elle s'installe pour une période relativement longue. C'est alors qu'un traitement de fond s'avérerait nécessaire. Il est essentiel de comprendre que le sentiment de solitude, même quand on n'est pas forcément seul, si nous ne l'affrontons pas avec volonté et détermination, il pourrait se traduire par une baisse de qualité dans nos relations avec les autres. Nous en parlons car la communication est fondamentale en société, et plus encore lorsqu'on veut entrer à fond dans cet exercice, afin d'élargir nos cercles de relations interpersonnelles et familiales. Et pour y parvenir efficacement, il faut maîtriser le don de la parole, à condition que les relations engagées soient correctes, voire même thérapeutiques dans certains cas. Mais pour réussir à atteindre une qualité de vie indispensable, la paix, la réciprocité et la complicité y sont pour quelque chose. À condition d'éviter ce que beaucoup de gens font, qui est le fait de tomber dans l'erreur de se comparer à autrui et de provoquer des guerres sourdides, qu'elles soient ouvertes ou secrètes. Ce serait bien dommage. Ces gens-là n'imaginent même pas les conséquences négatives que ce genre d'attitude engendre, c'est-à-dire de la confrontation, des divergences, de la jalousie. Tout ceci ne fait que semer la division dans nos relations. Par conséquent, nous pensons qu'un plus grand effort dans le sens de l'harmonie et de la paix véritable devrait être fait, que ce soit dans la vie du couple, ou au sein de la famille, où doit régner l'impartialité, la tendresse et le respect sincère. Dans le cas contraire et en absence de toutes sortes de communication constructive, il y a de fortes chances que la possibilité d'un dialogue soit définitivement écartée. Le prix à payer serait celui de la rupture et de la solitude, puisque la personne concernée se verrait coupée de tout contact avec ses proches, qui ne veulent plus l'écouter ou partager leurs opinions avec elle. N'oublions pas que nous nous trouvons dans une époque marquée notamment par les empressements, l'individualisme et l'égoïsme. Voilà les facteurs qui ont conduit à l'instabilité familiale et sociale. Nous vivons dans une société faite de personnes toxiques, attaquées par toutes sortes de dysfonctions psychologiques. Actuellement, il est difficile d'aider les personnes qui sont seules et qui vivent dans le besoin. L'aide à autrui ne peut être menée à bien que s'il y a une volonté sincère de le faire, tout en sachant qu'en ces temps, chacun ne regarde égoïstement que ses propres intérêts. Malheureusement, il y a souvent une motivation opportuniste qui, en absence de tout sentiment face à la douleur d'autrui, cherche à tirer profit. Voici la cause qui fait que bon nombre de gens soient en proie à de différents états dépressifs, accompagnés d'une énorme détresse. Ce qui est regrettable hélas,
c'est qu'il n'y a qu'un tout petit nombre de personnes qui montrent un sentiment authentique de générosité, de solidarité, de compassion et de soutien. Par ailleurs, il faut aussi dire que ces états de forte dépression, s'ils ne sont pas convenablement traités, ils peuvent être très préjudiciables, puisqu'ils ne nous laissent voir que le côté noir des choses. Cette négativité pourrait s'avérer chronique, lorsqu'elle n'est pas contrôlée et ne fait que renforcer une vision pessimiste du monde. Un autre dysfonctionnement chez la personne dépressive consisterait à créer un comportement autodestructif. C'est alors que ces manifestations qui surviennent automatiquement font barrage à toute attitude positive. Or, seul le positivisme mené avec volonté pourrait faire sortir quelqu'un de l'état négatif et mélancolique de la dépression. Il faut garder notre positivisme à tout prix, car c'est grâce à lui que nous serons plus intelligents et efficaces. La mélancolie et le chagrin n'étant pas éliminés, pourraient constituer l'antichambre d'un fort défaitisme dépressif, qui mettrait en échec nos capacités psychiques. En réalité, même si la personne affectée par le trouble ne veut pas le voir, notre soutien devrait être le plus conscient possible, pour qu'elle puisse sortir de ce désert émotionnel miné par une spirale d'émotions contradictoires. De plus, ces dysfonctionnements risquent de s'accentuer dans une atmosphère déprimante, où le soutien émotionnel et sincère fait défaut. En effet, le manque d'une véritable aide est souvent ce qui mène à créer ces dysfonctionnements, conduisant à la dépression, qui sont accompagnés de divers troubles, générant ainsi une tendance à s'enfermer, à vivre dans la frustration, triste et dans la solitude. Dans beaucoup de cas, la personne sous dépression finit abandonnée, rejetée par les siens. Ce sera alors le début d'un long calvaire fait d'une solitude émotionnelle dévastatrice. C'est pour cette raison que ceux qui nous accompagnent dans cet important documentaire devraient essayer de mener toujours une vie positive, ayant comme but l'aide à autrui, la solidarité à tous les niveaux, conjugal, familial ou filial. Autrement, le spectre de la dépression guettera à chaque instant l'occasion pour nous sauter dessus et nous nuire avec son pessimisme, ce qui ne devrait pas arriver pour rien au monde. Il est essentiel d'éviter au maximum les sentiments contradictoires, qui pourraient nous conduire vers la mélancolie, le découragement et la dépression. Le plus adéquat pour cela est de ne pas tomber dans des dialogues qui nous traînent vers le bas, vers de mauvais souvenirs, qui nous plongent dans un effondrement psychologique, d'où il sera très difficile de sortir. Il est absolument nécessaire de ne pas succomber à ce genre de tentation facile, qui peut nous faire bousculer dans des états psychologiquement irrécupérables, qui ne ferait que renforcer la tendance à la victimisation dont fait partie le célèbre aphorisme « Pauvre de moi ». Il s'agit d'un syndrome qui nous fait croire que des événements hostiles qui risquent de se produire seraient dus à des forces extérieures qui s'abattent sur nous de façon arbitraire. Pareillement, nous devons savoir que la dépression, étant par nature cyclique, va et vient constamment. Et, mis à part le fait que les troubles dépressifs saisonniers peuvent se prolonger pendant un certain temps, s'ils ne sont pas correctement traités, ils pourraient réapparaître plus tard pour s'installer définitivement. Voici une bonne raison de les traiter psychologiquement pendant la jeunesse, en faisant que ces difficultés puissent être facilement surmontées à l'âge adulte. Dans le même registre, il faut signaler que la dépression s'est convertie en un dysfonctionnement pandémique, créé pendant l'enfance comme conséquence de forts traumatismes et complexes. En ce qui nous concerne, nous devrions soutenir ceux qui en souffrent, et pour cela le plus indiqué c'est de le faire directement avec un soutien émotionnel imprégné d'optimisme, de tranquillité et de bonheur. Si nous agissons de la sorte, en y ajoutant une bonne dose de patience et d'amour,
Notre contribution pourrait s'avérer de grands bénéfices pour le rétablissement et l'épanouissement de la personne. Mais pour cela, il est également important d'être assisté par des spécialistes de renom qui utilisent des méthodes psychiatriques, neurobiologiques et psychothérapeutiques.
S'il y a vraiment de sérieuses inquiétudes, et que l'on veut évoluer dans nos vies, et dans les relations que nous avons avec les gens autour de nous, tout d'abord, il est nécessaire d'ouvrir notre compréhension, et de réfléchir de manière impartiale sur notre vie émotionnelle et intellectuelle. Parce que ces deux manifestations que nous exprimons dans la vie quotidienne, sont une partie vitale de l'existence. Certes, nous avons tous la pensée multiple et nous ne savons pas penser correctement. Parce que la pensée est un mécanisme qui implique la formation et la rétention de ce que nous avons appris et vécu au quotidien. C'est une partie cruciale du processus qui transforme la connaissance en entendement. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que les pensées qui nous traversent n'aient aucun sens, ou qu'elles soient des fragments éphémères de conversations passées, ou même des idées insignifiantes et inutiles. Cependant, pour bien penser, il nous faut quelque chose de très différent de tout ce que nous sous-estimons souvent. Il s'agit de savoir établir la différence entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intellectuelle. Et cela devrait évidemment être bien déterminé, si nous cherchons vraiment à trouver le bonheur intellectuel et émotionnel authentique, qui nous revient de droit en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire que pour bien penser, nous devons d'abord apprendre à tirer le meilleur parti de toutes les ressources que nous possédons, et former notre capacité mentale à se concentrer sur la résolution d'un problème, ou d'une tâche spécifique. Penser correctement, c'est utiliser à la fois le discernement et l'intelligence intellectuelle et émotionnelle, pour extraire ainsi le sens de tout ce que nous vivons et savons. Or, cela est très utile, car en ayant un intellect équilibré et créatif, on peut se servir de la raison et de la capacité d'analyse pour trouver des solutions, et résoudre les revers qui peuvent se produire. Il nous serait fort utile d'apprendre à sortir des perturbations et des inconvénients, survenus généralement dans les différentes relations que nous entretenons, car si nous en sommes incapables, nous nous rendrons compte à un moment donné que nous sommes fragilisés ou que nous souffrons de formes maux de tête, dues à une hyperactivité mentale chaotique. Et bien que ce soit ainsi, il faut également se rendre compte qu'à présent, il est presque normal que notre mental soit hyperactif et hors contrôle. À cause de ce désordre, il y a une tendance très prononcée à vivre prisonnier d'un avenir incertain, ou à se projeter de manière illusoire dans le passé. C'est ainsi que nous sommes soumis à de nombreuses requêtes sans fondement réel, qui demandent un énorme gaspillage d'énergie, et qui occupent notre mental subjectif pendant une grande partie de la vie que nous menons au quotidien. Des attitudes d'une telle envergure ne sont pas favorables à la croissance intellectuelle et émotionnelle si nécessaire dans nos différentes relations avec les autres. De la même manière, si le mental n'est pas contrôlé correctement, il pourrait facilement devenir un tyran ou un saboteur rusé et tortueux dans notre vie. Le mental est très fort, si bien qu'il peut semer en nous avec une grande habileté la confusion et l'inconscience ainsi que les justifications les plus insensées, qui nous inciteraient à créer une infinité de ruses évasives, qui ne feraient qu'attraper et piéger des qualités telles que l'honnêteté, la confiance, la vérité, certains principes et des valeurs éthiques liées à la conscience. Cependant, si nous examinons le mental en détail et sans nous attacher à nous-mêmes, nous serons en mesure de déceler ses machinations, et par conséquent, nous pourrons également anéantir son immense pouvoir. En effet, le mental exerce sur nous une si forte influence que, dans l'absence d'un autocontrôle de nos processus rationnels, il n'y a pas de doute qu'il dominera à jamais notre vie. Cela est extrêmement grave, car nous serons toujours sous l'emprise d'un comportement intellectuel glacial qui rendra nos relations ennuyeuses, sans substance, tendues, fastidieuses, fades et fatigantes. De même,
Lorsque le mental n'est pas correctement dirigé de façon positive, il est presque normal qu'il se montre apathique et désintéressé de sa progression et de son évolution, en alimentant à cet effet sans cesse des croyances négatives. C'est pourquoi, nous devrions nous débarrasser des dictats du saboteur intérieur, dans la mesure où il ne cherche qu'à créer des effets destructeurs sur l'extérieur. Le résultat de cette négativité est la sensation d'une sorte d'impuissance et d'un fort pessimisme, qui contrarie l'évolution nécessaire de notre âme-conscience. Dans le besoin que l'on ressent d'évoluer et de nous cultiver, se trouve aussi la résilience qui nous aide à nous adapter à l'adversité, qui entraîne des circonstances défavorables que nous pouvons transformer en faits positifs. Il est connu de tous que nous vivons dans un monde qui nous impose de nouvelles formes de pensée, ainsi que de nouvelles façons de vivre, afin que nous puissions répondre aux exigences du quotidien. Et parmi ces exigences ou événements, se trouvent des contretemps à résoudre, souvent liés à des pertes et des traumatismes irréparables endurés dans la souffrance. La solution pour sortir intelligemment de nos problèmes graves, qu'ils soient d'ordre climatique ou liés à des situations familiales délicates, est la résilience. Il n'y a qu'elle qui peut nous mettre en capacité de résoudre les difficultés survenues. Le mental froid auquel bon nombre de gens sont assujettis est très enclin également à faire des suppositions et des concepts, à mentir, à déformer la vérité ou à s'inventer des demi-vérités. Ce que nous voulons dire, c'est que le mental est rusé, et que s'il n'est pas bien maîtrisé et dirigé, il causera toujours des problèmes dans l'environnement où il évolue. C'est pour cette raison que nous insistons sur le fait de mettre devant nos capacités intérieures
là où la conscience prévaut, afin de projeter autour de nous un peu de stabilité, de lumière réelle et non fictive. Il y a aussi un autre facteur très important à prendre en considération, c'est que le mental est généralement de nature obsessionnelle à l'égard de nos désirs, et qu'il n'a donc pas de repos tant qu'il n'aura pas satisfait certains objectifs. C'est-à-dire qu'il est obstinément accroché à ses entêtements, si bien que, tant que nous n'aurons pas un autocontrôle, nous vivrons inéluctablement piégés dans ses malheurs et ses conflits. N'oublions pas que le mental est de nature froide, voire insensible, malicieuse, méfiante, et il souffre d'un manque énorme d'empathie. Mais ce n'est pas la principale préoccupation. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est le fait que lorsque l'intellect froid travaille seul, de façon non dirigée, il annule les émotions et les aspirations spontanées. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de nous efforcer pour acquérir à la fois une intelligence intellectuelle et une intelligence émotionnelle. Parce que c'est seulement à partir de cette union que l'on trouve l'entendement, le raisonnement, la communication authentique et le vrai bonheur. Il est donc essentiel de comprendre que lorsque le mental est très intellectif, il devient compliqué et enchevêtré, abritant également les pensées. Si bien que pour des millions de personnes, le mental constitue leur identité, et que celle-ci est basée sur tout ce qu'ils pensent en permanence. Tant qu'il n'y aura pas d'équilibre entre ce que l'on pense et ce que l'on ressent, il sera très difficile d'établir un lien avec notre conscience. Ceci est important car la conscience est la lumière qui a la responsabilité de rendre compréhensibles nos émotions et nos sentiments les plus profonds. Cette procédure si louable et positive nous permet de montrer que nous sommes des êtres humains pleins d'imagination, empathie, affection et sensibilité. D'autre part, cela va sans dire que la pensée analytique est logique et systématique. En effet, lorsque l'on fait une analyse de quelque chose, on parcourt pas à pas l'information dont on dispose. C'est d'ailleurs généralement ce que font les scientifiques lorsqu'ils utilisent la logique déductive ou inductive pour affirmer ou infirmer une théorie, ou bien formuler une hypothèse. Nous parlons de quelque chose de très précieux, qui opère dans son champ d'action, mais ce n'est pas tout en ce qui concerne notre progrès humain et interne essentiel. Il y a aussi la pensée intuitive. Nous entendons par là que la pensée analytique peut être directement liée à la pensée intuitive, qui est plus étroitement liée à l'hémisphère droit de notre cerveau. En fait, la pensée intuitive est caractérisée par la capacité de comprendre ou de connaître immédiatement le sens ou la solution d'un problème, ou d'une situation plus compliquée, sans avoir recours à l'analyse. Parce que nous savons clairement que le processus analytique est important dans son champ d'application. Mais ce n'est pas tout dans la vie d'une personne qui cherche l'évolution à tous les niveaux. Lorsque la pensée intuitive agit main dans la main avec le cœur, sa capacité d'entendement est beaucoup plus large et ne se réduit en aucune façon à la contemplation fragmentaire des faits. C'est pour cette raison que lorsque nos connaissances de base sont limitées et que notre capacité d'analyse tourne en rond, sans obtenir des résultats concrets, l'intuition s'avère très productive en assumant la responsabilité de combler le vide. Cela nous amène à déduire que les pensées analytiques et intuitives soient complémentaires, et qu'elles ont besoin l'une de l'autre. C'est-à-dire que les deux types de traitements sont nécessaires au développement de la compréhension et de la sagesse, car l'intuition découvre les raccourcis permettant de voir la solution immédiate à tout problème. Or, cela est extrêmement précieux, à la fois par le contenu et aussi par l'efficacité simple et performante de son exécution. En résumé, la pensée analytique est d'abord essentielle pour créer les fondements de la connaissance, du discernement et de l'information. Puis par la suite, l'intuition est en mesure de refléter, avec une simplicité surprenante, les événements qui se produisent. C'est ainsi qu'elle vérifie de manière concluante l'exactitude et la fiabilité des solutions intuitives mises à notre disposition.
Il est également important de bien comprendre que le cerveau est un organe assez complexe, car la plupart des mécanismes mentaux ayant lieu dans le cortex cérébral. Il est donc fondamental de s'en rendre compte, car des recherches récentes ont révélé que les fonctions extériorisées par notre cerveau sont basées sur les deux hémisphères principaux, à savoir, d'un côté l'hémisphère gauche qui est directement lié à certaines formes de pensée concrètes, qui sont en rapport avec la partie la plus mécanique, instinctive, linéaire, calculatrice et prévisible. Il reçoit également les informations des expériences sensorielles, puisqu'il capture, mémorise et reproduit mécaniquement ce qu'il a capturé. De son côté, la partie gauche du cerveau structure ces informations en fonction des réponses transmises par les sens et de tout ce qui relève du niveau intellectuel. Mais cette fonction de l'hémisphère gauche est incomplète en soi. Pour compléter le raisonnement intellectuel de manière positive, nous avons donc besoin de l'hémisphère droit. En effet, dans cet hémisphère cérébral fondamental se trouve la perception globale qui, en s'activant, s'intéresse aux relations émotionnelles dans tous les sens du terme. La partie droite de notre cerveau a également pour fonction de saisir le contexte le plus large, d'imaginer ce qui est possible, de créer, d'acquérir des perceptions et de confirmer les possibilités de notre domaine intuitif. Alors que l'hémisphère gauche structure ces informations en fonction des réponses aux stimuli sensoriels reçus. De son côté, l'hémisphère droit le fait en se servant de la créativité, l'émotivité, la perspicacité et l'intuition. Cela nous amène à comprendre le besoin urgent d'essayer d'unifier les deux cerveaux, afin d'obtenir une stabilité claire dans tout ce que nous faisons. En procédant ainsi, nos capacités de perception seront développées de manière très efficace et au profit de tous ceux qui nous entourent. Le but que nous recherchons avec nos documentaires est de faire prendre conscience à ceux qui nous suivent que l'expression d'émotions positives dépend d'un équilibre adéquat entre les deux hémisphères. Le dit équilibre des deux hémisphères sera le garant d'une intelligence supérieure, et nous aidera également à créer un état supérieur de conscience et de sagesse, ce qui est extrêmement précieux pour savoir mieux communiquer et mener une vie efficiente dans tous les domaines. Si cet objectif de transformation est atteint en profondeur, notre vie connaîtra également un tournant radical, car nous disposerons d'une énorme capacité en matière de résolution de problèmes. En outre, notre corps physique aura plus de capacité, puisqu'il est le temple à l'intérieur duquel notre âme-conscience s'exprime. C'est notre même corps qui nous prévient en cas de déséquilibre ou de perte de contrôle. C'est pourquoi la santé est essentielle à notre stabilité physique, émotionnelle, mentale et spirituelle.
Nous espérons sincèrement que tout ce que nous avons indiqué dans ce documentaire essentiel pour notre santé physique, mentale et émotionnelle, sera pris au sérieux. Il s'agit à la fois de notre alimentation indispensable, du contrôle de nos impulsions psychologiques, de nos attitudes et de nos états émotionnels. Parce que nous ne sommes que les porteurs d'un corps physique, et que prendre soin de lui c'est notre devoir, si nous aspirons vraiment à nous améliorer dans tous les domaines. Mais, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un plus grand avantage personnel. Nous devrons faire de notre mieux afin d'aider émotionnellement les gens qui partagent leur vie avec nous. Des actions de ce genre nous permettront de créer dans notre entourage une plus grande stabilité et un bien-être familial. Mais pas seulement. Nous accomplirons également la noble tâche d'aider de manière désintéressée ceux qui en ont besoin. Si nous parvenons à comprendre cela en profondeur, et à l'appliquer dans tous les domaines de notre vie, nous aurons fait de notre mieux pour pouvoir obtenir une bonne santé, et pour s'acquitter du karma que beaucoup auraient contracté. Rappelons-nous, ce qui a déjà été expliqué dans plusieurs de nos documentaires, à savoir que tout est une question de cause à effet. Autrement dit, selon nos actions quotidiennes nous récolterons de bons ou de mauvais résultats. Nous vous exhortons à faire preuve de bonne volonté, et à aider avec générosité et dévouement tous ceux qui sont dans le besoin, tout en mettant un terme à nos terribles et perturbateurs miasmes. Nous allons terminer ce documentaire vidéo essentiel, en espérant qu'il ait été utile à ceux qui nous accompagnent avec enthousiasme, et qui aspirent à une vie meilleure, sans angoisse, sans stress, une vie équilibrée mentalement et émotionnellement. N'oublions pas que pour avoir des résultats efficaces, il est indispensable d'avoir un équilibre adéquat entre le corps, l'esprit et les émotions. Le seul moyen de nous aimanter dépend du champ d'énergie assimilé, par le biais des photons de lumière reçus en permanence, même si l'on ne s'en rend pas compte. Les photons sont les seuls à fixer dans notre vie cellulaire, neuronale, moléculaire et atomique, cette merveilleuse luminescence qui nourrit l'intelligence, la sagesse et la lumière de notre précieux et irremplaçable ADN, qui est à la base de notre mutation.